Ok, parfait. Écoutez, bienvenue dans ce premier exposé. Aujourd'hui, on va parler de la théorie des ensembles et de la logique mathématique du raisonnement. Laissez-moi juste ouvrir une autre fenêtre avec mes notes. Euh, ok, parfait. Je sais même pas si j'en aurais véritablement besoin. Aujourd'hui, du coup, on va parler des fondements des mathématiques. Comment est-ce qu'on fait une preuve? Qu'est-ce que c'est les maths? À quoi ça sert? Ça sert à rien, je vous l'annonce. Euh, et il n'y a absolument aucun prérequis à part savoir parler français, étant donné qu'on va essayer de tout redéfinir depuis le début. Euh, Tout d'abord, il y a plusieurs choses à garder en tête. Les maths, c'est fun. C'est pas du tout le calcul. Le calcul, c'est juste une branche des mathématiques. Ça a rien à voir. Ok. Le but de cet exposé, du coup, c'est de casser aussi des idées reçues sur les mathématiques, style les mathématiques, c'est que l'étude de fonctions, la solution de trucs, d'équations à 3 milliards de calculs. Non, ça c'est la physique, ça. C'est aussi approfondir vos connaissances parce qu'il y a des personnes qui regardera ou qui regardent actuellement qui n'ont pas certaines connaissances ou qui aimeraient approfondir leurs connaissances sur certains sujets, notamment dans des sujets qu'on n'apprend pas beaucoup parce que mes exposés, je les ferai sur des sujets loin d'être utiles, euh, mais j'estime très intéressant. Et bonjour. Euh, LBG. euh, c'est qui? C'est toi. Et tu fais quoi dans la vie? Ah, t'es en prépa. Oh, c'est trop bien, t'es en prépa quoi? MP2I. Mais du coup, tu dois bien aimer les maths et l'informatique, non? Ouais, c'est ça, c'est ça. T'aimes bien les maths et l'informatique. T'en fais depuis combien de temps l'informatique? Ok, ok, depuis la sixième. T'as des choses que t'aimerais dire à la vidéo? Oui, j'imagine que c'est sympa là-bas. Vraiment, les autres devraient regarder un coup d'œil. Et si jamais il y a un problème dans l'exposé, parce que voilà, t'es que en prépa, hein, gars. Ouais, c'est ça. Il faut pas hésiter à le dire si jamais il y a un problème dans l'exposé, notamment si on regarde sur une vidéo et qu'on a avec un expert passe par là, faut pas hésiter à le dire. Et du coup, si jamais il y a eu un problème, comme moi je le sais en regardant la vidéo. Ah, regardez la description si jamais il y a des problèmes. Ok, d'accord, ça marche. Bon, c'est sympa. Moi, je suis très motivé pour faire ces exposés avec toi. Ok, je te laisse commencer l'exposé. Let's Non, go. non, bon. Non, vraiment, j'insiste, tu peux commencer. Ok, bon. Tu sais quoi, je vais commencer l'exposé. T'es très gentil. Bref, après cette petite introduction, aujourd'hui, on va donc parler des fondements de la logique mathématique. On va parler d'abord un peu philosophie, comment créer une langue. Ensuite, on va parler vraiment des fondements de la logique. On va ensuite parler d'une simplification, parce que c'est très compliqué la logique. On va ensuite parler rapidement de la théorie des ensembles et on va faire notre première preuve mathématique. Comment créer une langue? Ah, est-ce que c'est possible de créer une langue parfaite? Non, fin de l'exposé. Bon, non, évidemment, il y a un peu plus que ça. Pourquoi est-ce que c'est pas possible de créer une langue qui traduit de l'information parfaite? Le français, par exemple. Est-ce que le français est une langue parfaite? Donc, je vais prendre une phrase qui s'appelle qui est Il fait beau. C'est une phrase assez classique que vous avez déjà prononcée dans votre vie, je pense. Est-ce qu'elle est vraie? Bon, pour ça, il faut savoir quel jour on était quand j'ai dit cette phrase. Donc, on va préciser. Aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui. Ah, est-ce qu'elle est vraie? Bon, mais il faisait beau où? Parce qu'il faisait pas probablement beau partout autour du globe en même temps. Donc il faisait beau à Paris. Ok. Euh, ça veut dire quoi il fait beau? Parce que s'il y a un petit nuage, est-ce qu'il fait beau ou pas? Bon, donc on voit le soleil aujourd'hui à Paris. Ok. Mais c'est faux. On voyait pas le soleil à minuit.
Donc on voit le soleil aujourd'hui à 13h à Paris. Et comme vous pouvez voir, une simple petite phrase comme il fait beau, et ben en fait on peut toujours lui rajouter des informations pour qu'elle soit encore plus exacte. Et donc c'est le problème qu'on essaye d'éviter avec les mathématiques, c'est-à-dire que nos phrases sont toujours exactes, quelles que soient, ou toujours fausses, quel que soit le contexte dans lequel on est. Alors du coup, pour créer notre langue mathématique, on va avoir besoin de savoir ce que c'est qu'une langue. Alors nous, on va juste utiliser le fait qu'une langue permette de transmettre de l'information via un média. Donc je vais donner des exemples parce que je pense que c'est plus simple. Donc via un média, nous on va utiliser le média écrit, d'accord? On va écrire les mathématiques. Et je vais donner des exemples de langues qui utilisent un média écrit, ça paraît assez con, mais voilà. Donc pour avoir un média écrit, il nous faut des symboles, des choses uniques qui permettent de représenter la langue. Donc par exemple dans le cas du français, c'est l'alphabet, toutes les lettres avec les parenthèses, les points, etc. Dans le cadre de Scratch, c'est les blocs de Scratch. Scratch est un langage, c'est un langage de programmation même. Et les blocs de Scratch sont une manière de donner de l'information sur comment faire le programme. Et d'une autre manière, les gestuels de la main sont entre guillemets les mots de la langue des signes qui permettent de transmettre justement l'information. Donc ça c'est les blocs de Scratch pour ceux qui ont oublié à quoi ça ressemblait. Autre que des symboles qui permettent de transmettre du coup l'information de notre langue, il nous faut des règles. Donc par exemple en français on a la grammaire, et en Scratch on a les agencements des blocs, certains blocs se mettent devant d'autres, certains derrière, on ne peut pas tout combiner n'importe comment. Voilà. Donc pour une langue il nous faut des symboles et des règles. Très bien. Il y a un petit paradoxe qui est intéressant que je souligne qui a absolument rien à voir. En soi, Scratch a été codé en JavaScript. Voilà, ça tourne sur le navigateur. Si vous ne savez pas exactement ce que c'est pas vraiment intéressant de le savoir. Scratch, c'est un jeu vidéo et ça a été programmé par quelqu'un. Voilà. Mais le programme qui a été utilisé pour faire le Scratch, lui-même a été programmé dans un autre langage de programmation. Et ça descend. Le C, qui est un langage de programmation, a été lui-même codé en assembleur. L'assembleur vient directement de l'informatique théorique. Voilà, il n'y a pas plus bas que l'assembleur en termes de physique. Ensuite, l'informatique théorique, c'est une branche des mathématiques. Les mathématiques sont une branche de la philosophie. La philosophie vient directement du français. D'où vient le français? Comment est-ce qu'on a appris le français? C'est une question qui est un peu paradoxale. Et donc c'est pour ça qu'on peut déterminer deux manières de définir une langue. Un par une autre langue, ce qui est le plus classique. Donc par exemple, les mathématiques sont définies avec la philosophie et le français. Scratch est codé en JavaScript, etc., etc. En général, quand on définit une langue avec une autre langue, on reprend des subtilités. C'est très simple de créer une langue avec une autre langue. Je peux donner des exemples comme le Tokipona, c'est un langage qui a été inventé, qui contient que 120 mots de vocabulaire. Et surtout, on peut créer une langue avec une autre langue. Une autre manière d'inventer une langue, c'est juste avec des exemples. C'est comme ça qu'on a appris le français. C'est comme ça qu'on a appris une langue maternelle en général. On a juste entendu des gens parler une langue. Et donc, on a appris la langue juste avec des exemples de gens qui parlent autour de nous. Alors il y a un problème, c'est qu'en soi, on ne peut jamais être sûr véritablement que ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense et que c'est la même chose que tout le monde. Mais en fait, avec le temps, il n'y a qu'une seule manière de prononcer les mots pour... En fait, on comprend les règles avec le temps et avec les exemples. Et du coup, c'est très consistant. Les règles ne dépendent pas d'une autre langue. C'est des règles qu'on apprend via les exemples. Par contre, on arrive à faire ça avec une langue maternelle. Les bébés arrivent à apprendre une langue maternelle. Mais ça s'arrête un peu là. On ne peut pas vraiment en soi apprendre une langue de la même manière, juste avec des exemples. À l'âge adulte ou même à l'adolescence, ça commence à devenir extrêmement difficile. C'est une tâche
qui est très difficile. C'est pour ça que ça pose beaucoup de problèmes quand on a découvert, parce que maintenant on n'en découvre plus beaucoup, de nouvelles civilisations qui parlaient des langues différentes. Bah, la seule véritable manière de les comprendre, bah, c'était d'avoir des gens qui vivent avec eux tout le temps et qui essayent de comprendre la langue, de la décrypter. Et c'était un travail monstrueux. Bien. Donc notre but c'est de définir les mathématiques, donc on va définir la langue des mathématiques. Donc qu'est-ce qu'on va prendre comme symbole, comme alphabet? On va pas s'embêter. En mathématiques, il y a tout plein de symboles bizarres, pour tous accepter, on va tout simplement prendre tout ce qu'on peut dessiner. Voilà. En mathématiques, vous pouvez écrire en soi tout ce qui est dessinable sur une feuille, voilà, dans une taille raisonnable, hein. On va pas prendre des dessins extrêmement complexes pour des choses comme X, voilà. On va pas dessiner un X de la taille d'une page entière, mais comme symbole qu'on va utiliser dans notre langage mathématique, on va prendre tout ce qui est dessinable dans un espace raisonnable. Bon, raisonnable en soi, il n'est pas nécessaire, mais voilà. Et les règles mathématiques, c'est là où ça va devenir bien plus compliqué. On va avoir deux types de règles en mathématiques. La règle de raisonnement et les axiomes. Les règles de raisonnement vont nous dire comment créer des phrases en mathématiques, et les axiomes vont être les phrases de base avec lesquelles on va pouvoir créer d'autres phrases. C'est ça. Donc on peut voir les règles de raisonnement comme la grammaire, et les axiomes comme le vocabulaire, en gros. C'est un peu ça l'idée. Bien, donc maintenant nous passons à la logique. Maintenant qu'on sait de quoi est constitué notre langage mathématique, c'est-à-dire de règles et de symboles, les règles étant soit des règles de raisonnement, soit des axiomes, on va d'abord définir ce que c'est qu'une phrase mathématique. Parce que, comme en français, une phrase respecte du coup plus que des règles de grammaire, elle respecte aussi le fait qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe quel assemblage de lettres ne forme pas un mot, il faut toujours que ça se finisse par un point d'interrogation, un point d'exclamation, etc. Bref, il y a des règles, et il y a aussi des règles en mathématiques. Donc, voici des exemples de phrases mathématiques. Une phrase mathématique, c'est ce qu'on va appeler dans toute la suite une proposition. Une proposition, c'est juste une simple phrase mathématique. Donc, comme phrase mathématique, on peut utiliser du coup les symboles mathématiques, comme... J'ai mon petit stylo, c'est trop bien. Comme ici, on a plein de symboles mathématiques que vous connaissez peut-être ou peut-être pas encore. Et ici, on a un X. Donc, ceci est une phrase mathématique. Elle peut faire sens, on peut la comprendre de manière objective. Ceci a des guillemets, c'est très important les guillemets. Quand on a une phrase dans une langue et qu'on essaye d'en faire une phrase mathématique, on doit la mettre entre guillemets et on doit s'assurer qu'il n'y a pas de manière de... On doit s'assurer qu'il existe une traduction en symbole, comme ça, en symbole mathématique classique, qu'on puisse passer de l'un à l'autre. Bon, c'est pas exactement la traduction, hein, mais voilà. Quand on veut écrire une phrase en français, on s'assure qu'il existe un ensemble de symboles de manière à pouvoir faire la traduction en mathématiques, et qu'il n'y a pas de moyen d'avoir plusieurs traductions possibles. On s'assure qu'il n'y a bien qu'une seule traduction qui correspond à ça. Un nombre premier est un nombre entier divisible seulement par lui-même et par 1. C'est une phrase qui s'écrit en symbole mathématique de manière unique. Ceci est aussi une phrase mathématique, un peu plus simple, un peu plus connue, que voilà, peut-être vous avez déjà vu, j'espère, dans votre vie. Mais vous pouvez remarquer que clairement elle est fausse. 1 plus 1 n'est pas égal à 4. Ce n'est pas grave. De la même manière qu'on peut dire une phrase fausse, par exemple, je ne suis pas Cyprien, de la même manière que je peux dire une phrase fausse, je peux écrire quelque chose de faux. Ça reste une phrase. On va voir des exemples de ce que n'est pas une phrase après. Et racine de 2 est rationnelle. De la même manière, c'est une phrase simple, concise, qui peut facilement se écrire en symbole mathématique. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui n'est pas une phrase? Ceux-ci ne sont pas des phrases mathématiques. Alors, bon, ça paraît peut-être assez évident pour celle-là, pourquoi ce n'est pas une phrase mathématique. Zgouboulou dabob.
n'est pas une phrase mathématique, il n'y a aucune manière de la traduire avec des symboles mathématiques. Ceci non plus n'est pas une phrase mathématique parce que ça ne fait aucun sens. Il n'y a pas de manière de l'obtenir. En mathématiques, du coup, on a des règles de grammaire et là, elles ne sont pas du tout respectées. Ceci n'est pas une phrase mathématique parce que, en soi, ça pourrait l'être. En soi, on peut dire que l'addition, l'idée derrière l'addition est la même que l'idée derrière la multiplication, mais ça ne fait pas de sens en tant que tel parce que l'addition, elle prend 2 éléments ici comme règle. Voilà, et ça ferait plus de sens. Si on avait ça ferait sens. Mais là, comme il n'y a pas des éléments, on dit juste que plus égale fois, et c'est faux, c'est pas une phrase mathématique. Ceci non plus n'est pas une phrase mathématique. Ça paraît peut-être étrange, mais l'idée derrière une phrase mathématique, c'est qu'il y a une notion de vérité. Ici, il n'y a pas de notion de vérité. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une phrase mathématique. Si on reprend les exemples, les exemples juste d'avant, derrière chacune de ces symboles, il y a une notion de vérité. Ceci est faux, ceci est faux parce que c'est irrationnel, ceci est vrai et ceci est vrai. Voilà, il y a une notion de vérité. Je ne vais pas encore tout de suite vous dire que toutes les propositions sont vraies ou fausses. On y reviendra juste après. Mais dans une phrase mathématique, il y a une notion de vérité. Vous pouvez le voir comme ça. Ici, il n'y a pas de notion de vérité. Entre guillemets, ceci est un nombre. En aucun cas, c'est une phrase. On peut le voir comme ça. Et de la même manière, la multiplication est comme l'addition. En fait, c'est un peu comme ce que j'ai écrit à gauche, plus égale fois. Ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Donc une proposition, une phrase mathématique, c'est quelque chose qui a une notion de vérité. On va faire un dernier parallèle avec le français. En français, du coup, on a des grammaires, on peut avoir des erreurs avec des erreurs de grammaire, des erreurs de mots qui sont inconnus et des erreurs de vocabulaire. Et de la même manière, en maths, on peut avoir des erreurs dans les ordres des opérateurs, par exemple dans notre plus égale fois, notre mot inconnu. Donc par exemple, si on utilise un symbole qui n'existe pas, ou des erreurs de vocabulaire si on a écrit un X à la place d'un Y. Voilà. Bien. C'est l'heure de vraiment commencer à inventer des mathématiques, parce que là c'est bien beau, on a défini ce que c'est qu'une proposition, avec une phrase mathématique, mais maintenant il est l'heure de fabriquer, d'avoir des manières pour fabriquer des phrases. On va inventer du coup les règles. Alors, la première règle. Supposons que j'ai plusieurs phrases. J'ai la phrase 1 plus 1 égale 2, et j'ai la phrase 4 plus 2 égale 6. C'est des phrases très complexes à comprendre. Qu'est-ce que je peux dire ? Déjà, je peux dire la phrase 1 plus 1 égale 2, ça va pas changer. Je peux toujours dire la phrase 4 plus 2 égale 6. Mais on va inventer un opérateur qui s'appelle le « et ». Et on peut dire que 1 plus 1 égale 2 et 4 plus 2 égale 6. Fou. Voilà, c'est tellement... Fou. Wow. Le « et » en mathématiques se note avec un petit « v » à l'envers. Alors bon, c'est des notations, hein. Vous pouvez écrire en toutes lettres ET en soi, en mathématiques, ça pose pas de problème. Et voilà. Pour ceux qui s'intéressent à ce qu'on a écrit à gauche, une traduction logique mais très complexe, c'est ça. Bon, je fais rapidement une explication de ce que ça veut dire ça. D'un ensemble d'hypothèses, je peux en déterminer A. Du même ensemble d'hypothèses, je peux en déterminer B. Donc de l'ensemble d'hypothèses, je peux déterminer A et B. Bon, voilà. C'est pas nécessaire de ça, c'est clairement pas nécessaire de connaître ça. Et voilà, on a inventé un opérateur avec 2 phrases mathématiques, 2 propositions. On peut créer le « et » des 2 propositions. Ok, on va inventer un autre opérateur. Supposons que je sache que 1 plus 1 égale 2. Évidemment, là je vous dis 1 plus 1 égale 2, en soi ça pourrait être n'importe quelle proposition, n'importe quelle phrase mathématique. Si je sais que 1 plus 1 égale 2, bon, déjà je sais que 1 plus 1 égale 2, mais je peux aussi dire 1 plus 1 égale 2 ou
1 plus 3 égale 2. Alors, évidemment, ceci est faux. 1 plus 3 n'est pas égal à 2. Mais l'idée derrière le ou est de se dire, si j'ai une proposition, je peux toujours créer une proposition ou n'importe quoi. Tant que ça reste une proposition, quoi. Cet opérateur se note de la manière inverse du et. Donc là, ça ressemble un peu à un u, comme un ou, voilà. Et se note ou, comme vous avez pu le voir. Pour ceux qui veulent, pareil, la définition logique de ça, si d'un ensemble d'hypothèses, je peux avoir AI, où I est un nombre entre 1 et 2, et bien de cet ensemble d'hypothèses, je peux avoir A1 ou A2. Bon bref, en soi, c'est encore une fois pas du tout nécessaire. Ça paraît très compliqué, je conçois, c'est en fait très très compliqué à bien suivre. On va en faire un dernier opérateur mathématique un peu différent des deux autres. Et après, on va faire un petit résumé. On va faire des exemples. Supposons que si je sais que 1 plus 5 égale 3, ce qui est faux évidemment, mais c'est pas l'intérêt de l'idée derrière, j'arrive à prouver que 1 plus 6 égale 4. C'est-à-dire que en supposant théoriquement que 1 plus 5 égale 3, je peux, par exemple en rajoutant 1 de chaque côté, avoir la phrase 1 plus 6 égale 4. Dans ce cas-là, on dit que 1 plus 5 égale 3 implique 1 plus 6 égale 4. Donc, l'implication se note. Oui, c'est la même chose. Quand on a 1 plus 5 égale 3 implique 1 plus 6 égale 4, c'est la même chose que dire si 1 plus 5 égale 3, alors 1 plus 6 égale 4. En soi, ça est très proche du français, hein, donc ça devrait quand même poser moins de soucis. Ça se note avec une flèche. En gros, ce que ça veut dire, si j'ai cette hypothèse, je peux avoir cette hypothèse. C'est ça que ça veut dire. Ça veut en aucun cas dire que cette hypothèse est vraie, ça veut en aucun cas dire que j'ai cette hypothèse, mais si je l'ai, je peux avoir la B. En supposant A, ceci est A, je peux avoir B. Alors je dis que A implique B. Pareil, de la même manière, ça se note comme ça en logique un peu compliquée. D'un ensemble d'hypothèses auxquelles je rajoute phi, en fait c'est notre A, si j'arrive à en déduire, j'ai oublié le nom de cette lettre grecque, alors je dis que... C'est psi. Psi, ok, merci. Je dis que phi induit psi. Bon, c'est pas, encore une fois, c'est très compliqué ce genre de truc et ça se voit jamais. Et d'ailleurs, tout ce qu'on est en train de faire là, personne ne le voit en prépa. Hein. C'est des choses qui sont tellement poussées pour l'instant, tellement en bas niveau dans les mathématiques et un peu inutiles que là vous êtes en train de voir des choses que des gens qui font des études supérieures ne verront jamais de leur vie. Prenons des exemples. Je fais un exposé où je mange du fromage. Comment est-ce que je peux créer cette proposition? S'il y a des gens qui veulent... S'il y a des gens qui veulent proposer, n'hésitez pas. T'as l'air seul. Tu veux bien expliquer ce que tu demandes? J'aimerais créer la proposition, je fais un exposé où je mange du fromage. Bah alors on peut dire qu'on sait que tu fais un exposé. Enfin, que du coup je fais un exposé. Oui. Et donc, tu sais aussi que je mange du fromage. Non, bah non. Du coup. On peut pas, on n'a pas forcément, on n'a pas besoin de cette hypothèse. Je mange du fromage pour créer le ou. C'est vrai. Tu utilises le V là, tu fais quoi avec? De quoi? Tu utilises le V là, mais je sais pas. Enfin le V, tu m'as compris le ou. Non, j'ai pas compris. En gros, juste, on a notre première phrase. Oui. Et on invente une deuxième phrase, même si on sait même pas si elle est vraie ou pas. C'est ça. Mais on va partir du principe que tu manges du fromage actuellement. Ok. Bah, en fait, oui, c'est ça. Si on a cette phrase-là, on peut rajouter n'importe quelle phrase derrière et mettre un ou. Voilà. Ok. Si j'ai la phrase « je fais un exposé », alors je peux dire que je fais un exposé où je mange du fromage. Qu'on sache que je mange du fromage ou pas.
On est samedi et je fais un exposé. Comment je peux avoir celle-là? Donc ce coup-ci, c'est avec le et. Du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est là qu'on on a les deux au départ et juste on les fusionne, entre guillemets. Exactement, c'est ça. Là, pour le coup, avec le et, on a besoin des deux. Si je sais qu'on est samedi et si je sais que je fais un exposé, eh ben alors je peux en conclure qu'on est samedi et je fais un exposé. Pour le coup, c'est comme en français. Si je dis on est samedi et je fais un exposé, ça veut clairement dire qu'on est samedi et que je fais un exposé. Donc c'est affirmatif et c'est confirmé. Qu'on est samedi et que je fasse un exposé? Oui, non, mais si on prend ça en langage mathématique avec des chiffres et tout ce qui va avec, C'est ça. ça veut dire que du coup c'est forcément quelque chose de confirmé et de vrai. Exactement. Si j'ai une proposition A et que j'ai une proposition B, quelle qu'elle soit, A, je peux créer A et B. D'ailleurs, je vous rappelle la petite notation un peu chelou, c'était comme ça avec la fraction, on dirait. Mais c'était ça. Si j'ai une hypothèse A et j'ai une hypothèse B, là on sait que on est samedi et on sait que je fais un exposé. Donc je peux créer la phrase on est samedi et je fais un exposé. Hop. Et la dernière, bah, du coup c'est avec l'implication, j'imagine. 1 plus 2 implique 2 égale... qu'est-ce que je raconte? 1 égale 2 implique 2 égale 3. Comment est-ce qu'on peut créer cette phrase? Comme on part du principe que 1 est égal à 2, Ouais. donc on peut se permettre de rajouter 1 et de dire que 2 est égal à 3. C'est ça. On suppose ceci, et d'une manière ou d'une autre, on arrive à ceci, en rajoutant 1 de chaque côté. Donc, on dit que 1 plus 2 implique 2 égale 3. Voilà, donc ça, c'est les 3 opérateurs principaux pour créer d'autres propositions avec des propositions. Je vous rappelle encore une fois, des propositions, c'est comme en français, c'est un bout de phrase. Je fais un exposé, c'est une phrase en soi. Je mange du fromage, c'est une proposition. Et mon opérateur OU permet de donner une information sur les deux. Là, dans ce cas-là, je fais un exposé où je mange du fromage. Bien. On peut créer du coup des phrases avec plusieurs propositions. Donc on prend la proposition je fais un exposé, je mange du fromage. On a ces deux phrases-là. On peut créer une autre phrase avec les deux. Mais ce qui serait intéressant, c'est de faire le schéma inverse. Avec une phrase qui a un et, avoir les petites phrases séparées. Ça paraît con, mais du coup c'est possible. Voilà. Alors maintenant, je suppose que je sais que 1 plus 1 égale 2 et que 1 plus 2 égale 3. Dans ce cas-là, je peux dire évidemment que 1 plus 1 égale 2 et que 1 plus 2 égale 3. Je peux aussi dire que 1 plus 1 égale 2 et je peux dire que 1 plus 2 égale 3. Donc ça, je vous rappelle que c'est le et. Et pour ceux qui veulent encore la notation, si de notre ensemble d'hypothèses, on a A1 et A2, et bien dans notre ensemble d'hypothèses, on a AI où I peut être 1 ou 2. Ce que ça veut dire, si j'ai une proposition A, c'est n'importe quoi, 1 plus 1 égale 2 dans ce cas ici. J'ai une proposition B, ça peut être n'importe quoi, ici dans notre cas ce serait strict. Je peux du coup construire A et B, c'est comme ça. Et si j'ai A et B, je peux construire A. Voilà, ici j'ai A et B. Et j'ai pu construire A. Et si j'ai A et B, je peux aussi construire B. Voilà. De A et B, je peux en déduire A. Et de A et B, je peux en déduire B. Au choix. Ça dépend de ce qu'on veut en faire avec. Donc ça, c'est la règle de destruction du et. On va voir la même chose avec le ou, et elle va paraître très compliquée, et c'est normal. Donc, supposons que je sache que 1 plus 1 égale 2, ou 1 plus 2 égale 3. C'est ma proposition que je sache. Si 1 plus 1, je sais aussi que si 1 plus 1 égale 2, alors 2 plus 2 égale 4. Je vais rajouter 1 à chaque 1 ici, et ici 2 fois ce 2. Si 1 plus 2 égale 3, alors 2 plus 2 égale 4. J'ai juste rajouté 1 de gauche et au 3 ici.
Dans ce cas-là, je peux dire les 3 propositions précédentes. Là, je ne vais pas les réécrire parce que je n'ai pas assez de place. Mais je peux aussi dire que 2 plus 2 égale 4. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, si j'ai A ou B, et que j'ai... Enfin là, je dis le et, mais c'est pas le et logique. Si j'ai A ou B, que j'ai A implique C, donc C, dans notre cas, ce serait 2 plus 2 égale 4. Et que j'ai B implique C, dans ce cas-là, je peux en déduire C. Parce que quel que soit le ou que je choisis, eh ben je peux obtenir, quel que soit lequel des deux est vrai, en gros il y en a un des deux qui est vrai, et du coup, les 2 implications me permettent d'obtenir C. C'est compliqué, mais on va voir un parallèle avec un raisonnement, et ça va vous paraître super simple. Ça c'est voilà, là on commence à rentrer dans des définitions qui sont un peu grosses, mais si d'un ensemble d'hypothèses j'ai A ou B, d'un ensemble d'hypothèses munies de A, je peux obtenir C, d'un ensemble d'hypothèses munies de B, je peux obtenir C, alors je peux obtenir C. Bon. Elle est un peu compliquée, celle du ou, donc je vais prendre un exemple. Je sais que, on va prendre l'exact même exemple. Je sais que 1 plus 2 égale 3 ou 1 plus 1 égale 2. Si 1 plus 2 égale 3, alors je rajoute 1 au 1 de gauche et j'ai 2 plus 2 égale 4. Si 1 plus 1 égale 2, alors je rajoute 1 à chaque 1, je me retrouve dans le cas d'avant, je rajoute 1 et j'ai 2 plus 2 égale 4. Donc 2 plus 2 égale 4. Ceci est une preuve mathématique. Et si on regarde la définition du ou, on a voilà, l'hypothèse 1 plus 2 égale 3 ou 1 plus 1 égale 2. On a l'hypothèse de l'implication, si alors, je vous rappelle que c'est l'implication. On a l'hypothèse de la deuxième implication, donc on peut en conclure notre C. Est-ce que ça pose problème? Je m'attends à avoir un oui normalement. Mais... Oui. Ok. Qu'est-ce que t'as du mal? C'était juste pour te donner un oui. Ah ok, mais t'as pas de problème sur le... Non, t'inquiète, ça va. Ça va, tout le monde? Ok. Bon, bah... Ok, good. Du coup, il nous reste plus qu'une règle inverse, c'est pour le coup la plus simple. C'est la règle inverse du coup de l'implication. Supposons que je sache que 1 plus 1 égale 2 implique 2 plus 2 égale 4. Donc pareil, en rajoutant 1 de chaque côté, je sais que je peux, en ayant 1 plus 1 égale 2, prouver 2 plus 2 égale 4. Supposons que je sache aussi que 1 plus 1 égale 2. Bon, bah du coup 2 plus 2 égale 4. Voilà, ça c'est pour le coup je pense la plus simple à comprendre. Si je suppose que A implique B et que j'ai l'hypothèse A, bah forcément je peux en conclure l'hypothèse B. Voilà. Donc pareil, de la manière un peu complexe, ça se note. Si de mon ensemble d'hypothèses j'ai l'implication et que de mon ensemble d'hypothèses j'ai le premier élément de l'application, bah, je peux en conclure le deuxième élément, ici. Alors, on va juste voir un autre opérateur, qui est l'équivalence, qui est aussi très utilisé en mathématiques. Alors, vous avez probablement, je sais même pas à votre niveau, je sais pas, il y a vraiment des niveaux de mathématiques très différents. Donc, vous avez peut-être déjà vu ce symbole-là. A équivalent à B, ça se dit comme ça, ou A si et seulement si B. Peut-être que là ça remonte des idées. L'équivalence, c'est la double implication. Donc A est équivalent à B, ici. C'est simplement A implique B et B implique A. C'est-à-dire que si j'ai A, alors je peux obtenir B, et si j'ai B, je peux obtenir A. Voilà.
Et du coup, la notation, voilà, c'est avec c'est comme l'implication. Hein, l'implication, c'est une flèche, comme ça. Et l'équivalence, c'est une flèche, mais dans les deux sens. Ok. Avant de faire des exemples, parce que... Et on va du coup revenir sur l'exemple du dentifrice juste après. On va juste définir deux autres choses qui sont très utiles en mathématiques. La tautologie. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est que la tautologie, hein? La science du toto. La science du toto. Non. Bien tenté, try again. Non, la tautologie. Alors, je vous ai dit, pour l'instant, on ne sait pas encore que tout est vrai ou faux. Mais si on peut faire ce postulat, ça représente le vrai. La tautologie, c'est un peu comme dire cette phrase est vraie. C'est quelque chose qui peut toujours être créé. En soi, elle ne sert à rien. Et elle se note comme ça, comme un T, comme tautologie. Voilà. Et ensuite, on a évidemment son opposé, le faux ou l'absurde, qui, elle, représente, si on peut représenter par des valeurs de vérité, le faux. En soi, si on arrive à prouver d'une manière ou d'une autre le faux, il y a clairement un problème, parce que ça veut dire que on arrive sur quelque chose littéralement de faux, quoi. Et le faux permet de tout prouver. Si on a dans notre preuve quelque part, c'est possible qu'on l'ait, hein. Elle se note comme ça, le faux. Si dans notre preuve, on a le faux dans nos hypothèses, eh ben on peut avoir n'importe quelle hypothèse qu'on veut. Là, vous sentez venir le dentifrice. Alors, vous savez probablement qu'en mathématiques, la négation, ça existe. Vous avez probablement déjà vu ce mot-là. Il s'écrit NON. C'est non. Je sais, incroyable. La négation, c'est comme l'équivalence. En fait, elle n'existe pas. C'est une illusion. On va juste dire que A implique faux, donc A implique un paradoxe, veut dire non A. Et évidemment, non A, ça se note, évidemment, non, c'est pas évident, non A, ça se note comme ça. Voilà. Donc je rappelle, on a A ou B, on a A et B, on a A implique B, oui, on a A équivalent à B, c'est avec la double flèche, et on a non A. Voilà, ceux-ci sont vraiment les opérateurs basiques des mathématiques. Bien. On va faire des exemples, pour le coup. Alors, supposons que je sache, alors c'est pas encore l'exemple que j'ai envoyé hier. Si j'ai du dentifrice, alors je peux sauter. Si je peux sauter, alors j'ai des dents. J'ai du dentifrice. Et j'aimerais prouver que j'ai des dents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer? Pouloulou. Même par texte, hein, ça peut marcher. J'ai dentifrice. Enfin, j'ai dentifrice. Alors, je peux sauter. Alors, ok. Alors, Alors, je peux sauter. Quand je peux sauter, j'ai des dents. Et du coup, j'ai des dents. Exactement, ok, parfait. Alors, je vais juste le faire... Je vais juste faire plus simple. Enfin, genre, je vais bien détailler. Je vais poser A, c'est... J'ai du dentifrice. Je vais dire... Texte, s'il te plaît. B, je peux sauter. Et C, j'ai des dents. Voilà. Donc, on va retraduire ça avec A et B, C, juste histoire que ce soit plus facile à écrire. Donc, dans nos hypothèses, j'ai du dentifrice qui implique je peux sauter. Donc, A implique B, ici, dans notre cas.
Je peux sauter alors j'ai des dents. B implique C. Et j'ai du dentifrice. Ah. Donc ça, c'est les 3 hypothèses qu'on a. C'est nos axiomes, entre guillemets. Ok. On sait par la règle de destruction de l'implication que si j'ai A implique B et A, alors je peux avoir B. Donc, on peut rajouter à ces hypothèses B, aka je peux sauter. Or, maintenant j'ai l'hypothèse, je vais les combiner comme ça, avec une petite flèche pour savoir comment on l'a obtenu. J'ai l'hypothèse B implique C et j'ai l'hypothèse B, donc pareil, ça devient illisible. Je peux prouver B et du coup c'est bon, j'ai créé la phrase j'ai des dents. C'est la phrase C, j'ai des dents. C'est un sacré bordel. J'espère que vous avez compris. Oui. Ok. Oui. Okidoki. Bah maintenant on va faire l'exemple du dentifrice, ce fameux exemple du dentifrice. Si j'ai du dentifrice, je peux sauter. Si je peux sauter, je n'ai pas de dentifrice. Vous sentez venir le nom ici. Prouvez que si j'ai du dentifrice, les poules auront des dents. Évidemment, chacune de ces propositions, aka j'ai du dentifrice, je peux sauter, les poules auront des dents. Bon, la première étape qu'on va faire, on va les poser A, B et C, ce serait quand même plus simple. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Je vais rapidement les poser A et B et C avant que quelqu'un essaye. Je peux sauter et je pose B, C. Les poules ont roté. J'ai juste une question par rapport au signe. Au signe, yes. Le nom, ici? Non, c'est un truc avec les signes qui définissent ou et, Ouais. l'espèce de V. Mhm. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une taille particulière ou pas, comme en physique-chimie quand tu parles des atomes, tout ça? Et ça a un autre sens si on le fait d'une taille différente ou pas? Non, en général, il n'y a pas d'autre sens. Déjà parce que il y a très peu de choses, très peu d'opérateurs qui agissent sur des propositions mathématiques. En général, c'est des nombres, en général, c'est des fonctions, je sais pas, des égalités, justement, ce serait des propositions. Mais les opérateurs qui agissent sur les propositions, il n'y en a pas beaucoup. Là, j'en ai cité, j'en ai cité une grande partie, il y a aussi le ou exclusif, mais voilà. Non, en général, t'embête pas. C'est un V, ça peut être cette taille ou ça peut même être plus petit. Avec le contexte, on peut comprendre. D'accord. Bah, merci. Je sais que ça c'est une proposition, je sais que c'est une proposition. Donc un truc qui est descendant, remontant, c'est forcément le ou. Voilà. Ok, bah merci. Qui veut essayer? Déjà à me dire la liste des 2 hypothèses que j'ai avec les lettres. Ça marche pas. Allô. Mais ça marche pas, du coup, on peut pas. Je suis pas sûr. Il y a pas le C au début. Je suis pas sûr. C'est quoi les 2 hypothèses déjà qu'on a? Les 2 hypothèses qu'on a. Bouloulou. Ok, d'accord, je fais. Si j'ai du dentifrice, je peux sauter. Donc, on reconnaît si j'ai du dentifrice, je peux sauter, A implique B. Si je peux sauter, je n'ai pas de dentifrice. Là, il y a bien une négation, donc c'est B, si je peux sauter, B, qui implique non A. D'accord. Très bien. Ok. Maintenant, on essaye de prouver ça. Donc, il va falloir construire. Donc ça c'est ce qu'on a. Ça, c'est les 2 trucs qu'on a. Et on va devoir construire. Si j'ai du dentifrice, implique C. On va devoir construire ça. Ça semble impossible et je suis bien d'accord. Mais c'est pas impossible. C'est la magie. Donc d'abord, pour construire ça, pour construire une application, on suppose lui et on doit arriver à lui. Donc on va rajouter
à nos hypothèses A. Putain, comme ça sera plus simple. On va rajouter à nos hypothèses A. Et on doit arriver à C. Et notre but maintenant c'est C. Ok, on a ces 3 hypothèses. Bon, vu que j'ai A et que j'ai A implique B, bah, je peux aussi avoir B. Je vais marquer avec une virgule, comme ça reste dans la case. Ok. Vu que j'ai B et que j'ai B implique non A, j'ai aussi non A. On est d'accord? Ok. Qu'est-ce que c'est que non A? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en souvient? Ok. Maintenant, je ressens ce que les profs ressentent parfois quand il y a des blancs. L'inverse fondamental de A. De quoi? L'inverse fondamental de A. Non. Enfin, tu te souviens quand on avait dit ce que c'était non A? Non, c'était non A, c'est A implique faux. Non A, c'est A implique faux. Donc j'aurais écrit non A avec mon A implique faux. Est-ce que quelqu'un voit du coup comment obtenir C? Nous? Ok. J'ai A implique faux et j'ai A. Donc j'ai faux dans mes hypothèses. Et comme on a dit, à partir de faux, on peut avoir n'importe quelle hypothèse. Donc on peut avoir C. Ah. Pouloulou. Alors de manière générale, le raisonnement qu'on a fait à la fin, c'est-à-dire, j'avais un moment dans mon raisonnement, j'avais A et j'avais non A. À partir du moment où j'ai A et non A, j'ai faux en fait. J'ai le faux. Parce que non A, je vous rappelle que c'est A implique faux, et du coup bah, j'ai A et A implique faux, et donc j'ai le faux. Donc à partir du moment où j'ai A et non A, j'ai le faux, et je peux tout avoir. Donc A et non A, c'est ce qu'on appelle un paradoxe. Normalement, je ne peux pas à la fois avoir A et son contraire. Et donc c'est pour ça que là on voit un peu mieux le problème. Si j'ai du dentifrice, je peux sauter. Si je peux sauter, je n'ai pas de dentifrice. Ça peut se simplifier en si j'ai du dentifrice, je n'ai pas de dentifrice. Et très clairement, ceci est un paradoxe. Si j'ai du dentifrice, je n'ai pas de dentifrice, c'est pas possible. Ça me donne à la fois A et non A. Et du coup, ça me donne faux. Et faux me donne tout ce que je veux. Donc si j'ai du dentifrice, bah, j'ai pas de dentifrice. Et donc vu que j'ai du dentifrice et pas de dentifrice, les poules auront des dents. Et vrai. Bien. C'est galère. On va pas se cacher, c'est clairement galère. En soi, c'est... Quand on a ce genre de raisonnement mathématique, en fait, on le fait sans s'en rendre compte derrière. On dit, on a A implique B, on a B implique non A, prouver que A implique C, bon bref. On le fait quand on fait un raisonnement mathématique sans s'en rendre compte. Ça devient une sorte d'intuition. Mais c'est super galère de faire ce genre de raisonnement quand on fait vraiment avec des propositions comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de simplifier tout ça? Et ben là, la réponse est oui. Et pour ça, on va avoir notre premier axiome des mathématiques. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup, on a des règles qui permettent de créer d'autres propositions. Et on a les axiomes. Les axiomes s'écrivent avec les règles. C'est-à-dire que les axiomes font vraiment partie des phrases, des propositions, de l'ensemble des propositions qu'on peut faire en mathématiques. Donc notre axiome, est-ce que quelqu'un connaît l'axiome du tiers exclu? Ça m'étonnerait en même temps. Premier axiome des mathématiques, axiome très basique. Toute proposition est soit vraie, soit fausse. Ça simplifie quand même beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on pourrait le noter avec le et, le ou et le non? Toute proposition est soit vraie, soit fausse. Comment est-ce qu'on pourrait le noter avec... Bon, j'ai aussi rajouté implication, mais là, vous en aurez pas besoin, du coup. Ça peut paraître débile, mais par exemple, on peut écrire... je sais pas, j'ai pas vraiment d'exemple propre, mais Vas-y. par exemple, 4,
Du coup, si on utilise ce que tu nous as dit, 4, ça peut être 5, comme ça peut être 6, mais du coup, on peut dire que c'est... Euh... J'ai perdu, mais j'ai des idées claires dans la tête, faut juste que j'arrive à les développer. Ok. Donc, du coup, on pourrait dire que ça peut être 5 ou 6, mais ça peut être aussi A comme. Enfin, ça peut être aussi 5, comme ça ne peut pas être un autre chiffre. Alors, donc 4 égale 5 ou 4 égale 6. Bon, ok, j'ai pas compris vraiment ce que tu voulais dire. Pas non plus. Ok. Bon, dans celui que j'explique. Jo, t'avais. Ouais, mais du coup, moi, je l'ai avec les signes. C'est grave. Oh, balancez, Genre les signes que t'avais mis balancez, tout à l'heure. balancez. Ok. Alors, C'est mieux, je pense. si tu dis A. Oui. Ok. Ou non A. Yeah! Ah, c'est ça, c'est Let's go. exactement ça. A ou non A. Ceci est toujours vrai. Parce que soit A est vrai, soit non A est vrai. Tout est vrai ou faux. Parce que évidemment, si A est faux, non A va être vrai. Ou si A est vrai, A ou non A est vrai. Bref, c'est un axiome. En soi, il n'y a pas vraiment besoin de le discuter. C'est un axiome qu'on pose. P ou non P, à gauche. Je utilise P comme proposition. On peut l'écrire d'une autre manière. On peut parfois le voir écrit comme ça. P implique non P. En gros, ça veut dire que la double négation s'annule. Voilà. Donc quelque chose qui n'est pas faux est vrai. On peut le voir comme ça. Ceci est l'axiome du tiers exclu. Et cet axiome est tellement pratique en mathématiques. Il y a une branche des mathématiques qui ne s'en servent pas, qui ça s'appelle la logique intuitionniste. Mais là, comme vous pouvez le voir, on est passé en logique classique. La logique intuitionniste, du coup, ne l'utilise pas. C'est tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et à partir de ce qu'on fait maintenant, c'est le premier chapitre de prépa. Voilà. Donc tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça permet de venir à là. Cet axiome n'est en général jamais indiqué en prépa. Ils assument directement que tout est vrai ou faux. Donc, premier axiome, tout est vrai ou faux. Bonjour Véloroom. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on peut faire des tables de vérité. Ah. Qu'est-ce que c'est que les tables de vérité? Basiquement, on va énumérer toutes les possibilités possibles de vrai ou de faux pour chacun des opérateurs. Donc par exemple, le A ou B. Je fais l'exemple du A et B, pardon. Je fais l'exemple du A et B, et si vous voulez, je vous laisserai faire l'exemple du A ou B. Si A est vrai et B est vrai, A et B est vrai. Si A est vrai et B est faux, A et B est faux. Si A est faux et B est vrai, A et B est faux. Si A est faux et B est faux, A et B est faux. En gros, pour que A et B soient vrais, il faut que à la fois A soit vrai et B soit vrai. C'est quand même une simplification bien plus facile que dire il nous faut l'hypothèse A et il nous faut l'hypothèse B pour construire la proposition A et B. Et avec la proposition A et B, on peut en déduire l'hypothèse A, comme on peut en déduire l'hypothèse B. Cette table de vérité est quand même bien plus simple. Maintenant, on peut juste directement tester toutes les possibilités quand on a un problème avec des et et des ou, et voir dans quel cas c'est vrai ou dans quel cas c'est faux. Est-ce que quelqu'un veut essayer la table de vérité, de créer la table de vérité pour le ou? Poum, poum, poum. C'est de la triche si je crois déjà la connaître. Non, enfin, attends, je vois Véloroom marque, donc je sais pas si, voilà. Ah bah laisse-le. Vas-y, essaye. Tu peux le faire par le chat, ça pose pas de problème. Alors je fais une table de vérité. Donc ceci est A, ceci est B, ceci est A ou B. On va faire les 4 cas possibles. A vrai, faux, faux. Oui, je note du coup avec un V vrai et avec un F faux. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais voilà. En soi, du coup, techniquement, on pourrait le noter avec faux et vrai comme ça. Voilà. Mais ça, je vais l'expliquer juste après. Donc, bello. Qu'est-ce que nous dit cette table de vérité? Dans quel cas A ou B
est vrai. Donc A et B est vrai et faux, ou vice-versa. Alors, tu peux répéter? Bon. Quand A est vrai et B est faux, ou vice-versa. Quand A est vrai. Et du coup, quand A est vrai et B est vrai. Bah, c'est faux. Ah, raté, c'est vrai. Euh, pourquoi est-ce que ça c'est vrai? Parce que je rappelle la définition du ou qu'on utilise. Avec l'hypothèse A, qui est ici vraie, on peut en déduire A ou B. Donc, quand A est vrai, bah forcément A ou B est vrai. Voilà. En fait, là, on est en train de faire des tables de vérité. Pour certaines personnes, la définition du ou, la définition du et, c'est ces tables de vérité-là. Pour nous, parce qu'on est des gens tellement supérieurs, on connaît les règles de création des et des ou, et donc on sait qu'en fait, c'est ces tables de vérité qui doivent respecter les règles de création. C'est pas toujours intuitif. C'est pas intuitif que A ou B soit vrai quand les deux sont vrais. Parce qu'en français, attendez, d'ailleurs je vais skip parce que j'ai peut-être une slide concernant ça. Voilà, donc c'est la table de vérité. Donc c'est vrai si, en gros c'est faux seulement si les deux sont faux. C'est pas, ok, j'ai pas de slide là-dessus. C'est pas très intuitif parce qu'en français, quand je dis est-ce que tu veux un jeu ou est-ce que tu veux par exemple un fromage? J'aime le fromage. Est-ce que tu veux un fromage ou un yaourt? En français, quand on dit cette phrase, on peut pas choisir les deux. En tout cas, ça fait chelou de dire ouais, je veux bien un fromage et un yaourt, s'il te plaît. Non, en général, ce ou là en français, il est ce qu'on appelle un ou exclusif. C'est-à-dire, on peut pas choisir les deux. En mathématiques, le ou par défaut est inclusif. Ça veut dire juste que tu peux choisir fromage, tu peux choisir yaourt, tu peux choisir les deux, mais tu peux pas rien choisir. Tu dois prendre un fromage ou un yaourt. Ou les deux. Voilà. Alors, en mathématiques, le ou est inclusif par défaut. Et du coup, vous comprenez bien pourquoi. Hein. Si on a une hypothèse A qui est vraie, on peut former l'hypothèse A ou B. Si on a l'hypothèse B qui est vraie, on peut former l'hypothèse A ou B. Si on a les deux hypothèses qui sont vraies, on peut aussi former A ou B. Ça pose pas de problème. Le seul endroit où on ne peut pas former cette hypothèse, c'est quand A et B sont à la fois faux. Les deux. Ok. L'implication. Bien plus galère celle-là. Je donne... Non, j'ai pas de bonbons à donner. Donc je peux pas donner de bonbons si quelqu'un a bon celle-là. Quelqu'un veut essayer? On va faire la table de vérité de l'implication ou pas? Allez. Personne? Bah pourquoi j'ai noté VF par contre? Je sais pas. A, B. Ok, quelqu'un veut essayer ou pas? 3, 2, 1, dernière chance? Non? Ok. Donc, on sait que pour avoir une implication qui est vraie, il faut que quand A est vrai, B soit vrai. Donc, quand A est vrai et que B est vrai, l'implication est vraie. Ça, je pense que ça fait du sens pour tout le monde. Si A est faux, on n'a aucune information sur l'implication. Parce que l'implication, elle nous dit si A est vrai, B est vrai. Donc, on peut le voir comme ça, par défaut, l'implication est vraie. Quand A est faux. Quand A est vrai, mais que B est faux, ça pose problème. Parce que si A implique B, et que A est vrai, mais B est faux, bah, l'implication, clairement, elle n'est pas vraie. Donc, elle est fausse si et seulement si A est vrai et B est faux.
Euh, c'est la plus chelou. En fait, c'est très chelou de se dire que A implique B est vrai si A est faux. Mais en soi, comme on parle pas de dire si A est vrai, on parle juste de dire si en ayant A, je peux avoir B. Voici du coup la table de vérité officielle de l'application. L'équivalence. Est-ce que quelqu'un va l'essayer? C'est plus simple. Non, ok. En même temps, c'est plus simple, ça reste difficile. A, B et A équivalent B. Je le rajoute dans mon graphique. A équivalent à B, ça veut dire que A implique B ou... J'ai tout dit. Hein. A implique B ou B implique A. Donc deux choix. Soit on marque ici la table de A implique B ou B implique A. Et littéralement, bah on fait le calcul logique. Donc, si... Hop, je fais juste ma table. Vrai, faux, faux, faux et... Vrai, faux, vrai, faux. Bien. Ok. Si A est vrai et B est vrai, dans ce cas-là, A implique B est vrai. Dans ce cas-là, A implique B ou B implique A est vrai. Dans ce cas-là, l'équivalence est vraie. Ok. Si A est faux et B est faux, dans ce cas-là, A, comme il est faux, l'implication est vraie. Parce que je vous rappelle... Attends, mais d'ailleurs, c'est pas un et, c'est un ou. Oh là là, quelle indignité. C'est un et, là. Oh là là, oh là 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 là. C'est pas bien. Si A est faux et B est faux, A implique B, c'est vrai parce que je vous rappelle que l'implication, si le premier élément est faux, est vrai. B est faux, donc B implique A est vrai. Donc les deux éléments sont vrais, donc le et est vrai, donc l'équivalence est vrai. Je vous rappelle que ceci est la définition de l'équivalence. C'est équivalent. A est vrai, B est faux. Dans ce cas-là, A est vrai, B est faux. Donc l'implication est fausse, parce que je vous rappelle que l'implication est fausse seulement quand A est faux et B est vrai. Non, A est vrai et B est faux. Excusez-moi, je commence à fatiguer. Dans ce cas, ça c'est est faux. Dans ce cas, le et est faux. Et dans ce cas, c'est faux. Et de manière en fait symétrique, celle-là aussi va être fausse. En fait, vous pouvez voir l'équivalence comme ils ont la même notion de vérité. A est pareil que B. Regardez. Quand A est vrai, B est vrai, bah, l'équivalence est vrai. Quand A est faux, B est faux, l'équivalence est vrai, mais dans tous les autres cas, c'est faux. Ok. Voici la table. Il y a un résumé après, ne vous inquiétez pas. Exactement. Je suis d'accord avec moi-même. C'est incroyable. Le nom. Plus simple. Qui veut essayer? Allez. Je crois que ça va être facile, donc je me lance. Vas-y. C'est tout faux. Donc, attends. Donc, si A est vrai... Putain, je fais ma petite table de... Okay, ouais. Si A est vrai, non A est... Allez, Jo. Mais j'ai répondu non. Je viens de dire faux. Oui. Mais si A est faux, Oui. non A c'est... Ouais. Oui. On inverse. Le nom inverse. Je vous rappelle, si vous voulez savoir, que on avait dans le principe du tiers exclu non A qui était équivalent à A. Donc en gros, bah ici A, si A est faux, mince, comment dire, Pouloulou. Si A est faux, c'est équivalent à A. Bon, moi, je sais pas ce que je voulais dire. Bref, le nom inverse, tout simplement. Le nom inverse ce que la proposition A est. Si elle est vraie, bah, non A ça devient faux, et si elle est faux, non A devient vrai.
C'est pour ça que quand... C'est la même chose en français d'ailleurs. C'est dit je n'ai pas envie d'aller à la piscine. En fait, ça veut dire j'ai envie d'aller à la piscine. Voilà. Voilà. La négation logique. Si P est vrai, non P est faux. Si P est faux, non P est vrai. En fait, d'ailleurs, je suis un peu stupide. Depuis le début, je vous fais des tableaux, mais vous les comprenez ou pas? Vous savez les lire? Oui. Ok. Ça, c'est la valeur de P. Et du coup, ça, c'est la valeur de non P selon P. Si P est vrai, non P est faux. Si P est faux, non P est vrai. Bref. Je peux m'en assurer. Du coup, la tautologie et le faux. Bon, bah, c'est pas compliqué. Ils vont correspondre respectivement au vrai et au faux. Et voilà. Donc ça, c'est avec un petit résumé sympatoche. Ici, j'ai du coup mes valeurs de P. Donc ça, c'est extrait de mon cours de maths. Voilà. Si pour que P et Q soit vrai, il faut que à la fois P et à la fois Q soit vrai. C'est le seul cas où c'est vrai. Dans tout le reste, c'est faux. Pour que P ou Q soit vrai, on a besoin de P ou alors de Q. Donc voilà. Là on a un V, donc on a V. Là on a un V, donc on a V. Là on a un V, donc on a V. On n'a pas de V. Bref. C'est globalement les opposés. P et Q, les deux doivent être vrais. P ou Q, un seul ça suffit. Les deux c'est possible et c'est encore mieux. P1 plus Q est faux seulement si P est vrai et que Q est faux. Parce que dans ce cas-là, de manière assez évidente, P ne peut pas impliquer Q. Parce que P est vrai et que Q est faux. Et l'équivalence, ça veut dire qu'ils ont les mêmes valeurs. Donc si V et V sont tous les deux vrais, bah, l'implication est vraie. Si P et Q sont tous les deux faux, bah, l'équivalence est vraie. Mais s'ils ont des valeurs différentes, bah, de manière assez normale, bah, l'un ne peut pas impliquer l'autre. Et donc il y a un problème, et donc ils sont faux. L'équivalence est fausse. Dans tous les cas, il y aura je vous filerai les slides. Faisons des exemples. Donc vous vous souvenez quand on avait galéré sur le truc du dentifrice? Ceci est un exercice de mon truc de maths. C'est en soi bien plus compliqué que l'épreuve qu'on peut faire qu'on a fait avec le dentifrice. Mais maintenant qu'on connaît nos tables de vérité, ça va être beaucoup plus simple. Donc on aimerait prouver ça. Donc on va faire notre petit tableau. On va poser P, on va poser Q, très long Q. Je viens de remarquer que j'ai dit très long Q. D'ailleurs, je l'ai fait à l'envers, bon, tant pis. F. Très bien. Donc on aimerait prouver que ceci est toujours vrai. Donc on pose P, on pose Q. P équivalent à Q. Oula, j'ai écrit implication. Et Q équivalent à P. Bon, avec la définition de l'équivalence, vous savez que c'est symétrique en soi. Donc vous savez déjà que ces deux choses vont avoir les mêmes valeurs, parce que c'est littéralement les mêmes choses, et que donc cette chose, vu qu'elles ont les mêmes valeurs que celle-là, bah, l'équivalence entre ces deux choses va être toujours vraie. C'est une manière de la prouver. Mais passons par l'étape de vérité, pour être un peu plus sûr. Si P est différent de Q, ils ne sont pas équivalents. C'est faux. De la même manière, si P est différent de Q, bah, Q est différent de truc, donc c'est faux. Si P et Q sont pareils, bah, P est équivalent à Q, et Q est équivalent à P. Si P et Q sont tous les deux faux, bah, P est équivalent à Q, parce qu'ils ont la même valeur, encore une fois, et Q est équivalent à P. C'est vrai. Et si P et Q sont tous les deux différents, et ben P est équivalent à Q, bah, c'est faux, ils sont pas équivalents, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Et Q est équivalent à P, bah, c'est faux, parce que bah, ils n'ont pas les mêmes valeurs pour le même argument. Et donc, on peut remarquer ici qu'à chaque fois, ils ont les mêmes valeurs. Donc, P équivalent Q, tout ça équivalent Q équivalent P. Bah, c'est à chaque fois vrai.
parce qu'à chaque fois, ces deux valeurs sont pareilles. Donc, ceci a la même valeur que ceci. On peut le voir, à chaque fois, c'est la même valeur. Est-ce que quelqu'un veut en faire un autre? Alors, peut-être qu'il y a besoin d'une petite précision. Quand il y a des accolades en mathématiques, ça veut dire qu'on met des et. Vous avez probablement déjà peut-être résolu des systèmes dans votre vie. Par exemple, vous avez un truc dans ce style x égale y plus 5 et x égale moins y, par exemple. Parce que là, les solutions, c'est moins 2,5 et 2,5. Et ben en fait, ça veut tout simplement dire qu'il y a un et entre les deux. Et qu'il n'y a pas d'accolade. C'est x égale y plus 5 et x égale moins y. Les deux sont à vérifier en même temps. Est-ce que quelqu'un veut essayer celle-là? Pouloulou. Quelqu'un veut essayer? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris des choses? Est-ce qu'il y en a qui sont complètement perdus? Un petit OK dans le chat, si tout va bien? Ça va? Ah oui, d'accord. Ok. Ok, bon. Il y en a une qui est OK. Tout va bien? Vous êtes mort? C'est pas grave, même dans le chat, tu peux répondre aux exercices dans le chat, hein, si vous voulez, c'est pas un problème pour moi. Ok. Bon, est-ce qu'on a besoin de faire ça? Parce que ça va être très très long. Déjà qu'on a dépassé le temps. Ok. Ok. Je suppute que c'est ok et que si c'est pas ok, vous pouvez toujours poser des questions. Donc on a deux manières de créer des phrases, des propositions en mathématiques. Le raisonnement, qui a des avantages comme on peut littéralement dire si j'ai ça, je suppose ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, donc j'ai ça, donc j'ai mon ici j'ai mon A et donc j'ai mon B, donc j'ai mon A implique B, etc. Je suppose ça et j'arrive à B, donc j'ai A implique B. Le raisonnement, très pratique, très compréhensible, on sait exactement ce qui est en train de se passer, j'ai rajouté un de chaque côté, j'ai divisé par 2, etc., etc. Et c'est traductible en français. De l'autre côté, on a la logique booléenne, ce qu'on vient de faire avec les vrais et les faux, qui permettent de savoir si des expressions avec des P, des A, des Q qui se répètent est toujours vrai. Mais le problème qu'on a, c'est que souvent, on a rarement du A équivalent à B sans qu'il y ait véritablement une connexion entre A et B. Donc, parfois, on va avoir des choses qui sont fausses en logique booléenne, mais qui sont vraies en soi, parce qu'il y a d'autres connexions que les pures connexions logiques. Je vais donner un exemple. Si je vous dis... par exemple, si je vous dis 1 égale 2 équivalent à 2 égale 3. En logique booléenne, on va juste voir 1 égale 2 comme A. Je peux pas CTRL Z, ok. On va juste voir 1 égale 2 comme A. On va voir 2 égale 3 comme B. Et on va se dire, bon bah c'est vrai, on peut pas vraiment résoudre ça. On n'a pas de manière de dire que ça c'est toujours vrai. Tandis qu'en raisonnement, on va supposer que 1 est égal à 2. On va en conclure en rajoutant 1 de chaque côté que 2 est égal à 3. On va faire l'inverse. On va supposer que 2 est égal à 3. On va en conclure que 1 est égal à 2 en retirant 1 de chaque côté. Et on va arriver à le prouver. Donc il y a des choses qu'on peut prouver dans l'un qu'on ne peut pas prouver dans l'autre. Il y a des choses qu'on peut prouver dans l'autre qu'on ne peut pas prouver dans l'un. Notamment avec l'axiome qu'on avait vu. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut prouver en logique booléenne qu'on ne peut pas prouver avec notre raisonnement qu'on connaît jusque-là?
Bah forcément déjà des choses qui utilisent l'axiome, parce que l'axiome c'est un truc qui vient de la logique classique avec la logique booléenne. Voyons un exemple de raisonnement qu'on peut prouver avec nos propositions, qu'on peut du coup utiliser dans notre raisonnement, mais qui en soi avec du raisonnement pur ne peut pas être résolu. Le raisonnement par l'absurde, est-ce que quelqu'un connaît ce que c'est? Au moins une personne. Moi, je pense. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu cherches en cherchant à démontrer quelque chose, pour le démontrer, tu prends l'inverse, tu dis que c'est faux, donc Est-ce que tu conclus. Oui. Est-ce Quoi que tu serais capable de l'écrire avec des P, des symboles de proposition? Si, non, Ok, bah redis-moi ce que pas c'est comme alors. ça là. Redis-moi ce que la phrase. Je Que vais y je arriver. sais. Alors, tu cherches à démontrer quelque chose. Ok. Ok, je cherche à démontrer A. Ok, très bien, cool. Sauf que du coup, pour démontrer A, tu vas pas utiliser A, mais tu vas utiliser un autre truc qui n'est pas A, Ouais, je vais utiliser. qui est un autre l'inverse truc de A. qui est pas A. Donc A a la même valeur qu'un autre truc. Qu'est-ce que c'est Ouais. cet autre truc? C'est pas, bah justement, c'est pas non A. Bah c'est Et non tu A, vas- mais si Mais tu prouves que non A est faux, du coup, je c'est fait prouve A. que non A est faux. Et voilà, tu as écrit le raisonnement par l'absurde. Ok, bon ça va, c'était pas si horrible que ça. J'ai eu peur. Pour prouver A, on peut supposer non A et arriver à une contradiction. Du coup, est-ce que quelqu'un se souvient, est-ce que quelqu'un voit une manière de simplifier un peu ça, pour le prouver facilement pour le prouver facilement ce truc? Est-ce que quelqu'un voit comment simplifier ça? On dirait que j'ai Ça simplifierait en A correspond à A. Exactement, ça simplifierait en A correspond à A. Est-ce que tu as les étapes? Non. Enfin, c'est direct, non? Bah, c'est direct, c'est direct. Il y a quand même une petite étape que je vais noter. Alors, je vous rappelle que quand une proposition implique faux, c'est la définition de la négation. Donc, on a A est équivalent à non, non A. Et je vous rappelle que non, non A, bah, je vous rappelle que ceci est l'axiome du tiers exclu. On avait deux formes. On avait la forme que Jo nous avait donnée, P ou non P. Et on avait la deuxième forme qui était A équivalent à non, non, A. Voilà, ça c'est les deux formes, c'est strictement identique en soi. On peut arriver à prouver l'une à partir de l'autre et l'autre à partir de l'une. Et donc, le raisonnement par l'absurde, pour supposer, pour essayer de prouver A, on peut supposer non A et arriver à une contradiction. Parce que cette chose-là, ce raisonnement-là, c'est la même chose que faire A est équivalent à non, non A. Et A est équivalent à non, non A. Je vous rappelle que les noms se simplifient parce qu'on a ça. Et donc on a A est équivalent à A. Et voilà. Bon, bah, ça c'est toujours vrai. La proposition est toujours équivalente à elle-même. Bien. On a le raisonnement par l'absurde. Non P implique faux, implique P. Voilà, bon, en vrai c'est même dans les deux sens, ça reste vrai. Bien, le raisonnement par l'absurde. La façon dont on le rédige quand on écrit en mathématiques, c'est on suppose P, là on a notre raisonnement, on arrive à quelque chose de faux. Alors je vous rappelle que pour arriver à quelque chose de faux, soit on a à la fois A et on a non A en même temps. Ça c'est une manière d'arriver à quelque chose de faux. Et donc avec ça on peut en déduire le faux. Et donc on a P qui implique le faux, donc on a P. Ceci est le raisonnement par l'absurde, très 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 utilisé en mathématiques. Il reste un deuxième raisonnement que je vais citer en exemple, le raisonnement par contraposé. Est-ce que quelqu'un doit le connaître? Je vais faire vite.
Le chapitre sur la logique classique est bientôt terminé. Est-ce que quelqu'un connaît le raisonnement par contraposé? Jo ou Corniche? Pas du tout. J'imagine. Melorum? Ça me dit vaguement quelque chose, mais je serais pas capable de l'expliquer. Melorum, il y est. Je crois que ton micro ne marche pas. Bro. L'idée du raisonnement par contraposé, c'est si on veut prouver que A implique B. J'attends qu'il finisse de marquer. Si on veut prouver que A implique B, qu'est-ce qu'on peut prouver qui est équivalent du coup? Exactement. Non B implique non A. Alors, ceci est vrai. Pour le vérifier, pareil, on peut faire nos petites tables de vérité avec ici A, ici B. Alors ici on mettrait cette condition-là, A implique B. Ici on mettrait cette condition-là, que j'ai la flemme de réécrire. Et on regarde si les deux ont à chaque fois sont les mêmes valeurs. Et je vous dis que c'est vrai, vous pouvez le faire si vous voulez, mais voilà, c'est vrai. Très pratique le raisonnement par contraposé aussi, parfois. Un peu moins pratique que l'autre. Si on veut prouver que P implique Q, on peut juste prouver que non Q implique non P. Comment ça se rédige? Bon, bah, de manière assez logique, on marque raisonnement par contraposé, on suppose non Q, on en déduit non P, donc on a P implique Q. Oui, ça. On est parti de l'hypothèse non P, Q, on est arrivé sur l'hypothèse non P, donc P implique Q. Voilà. Bien. Je fais un petit résumé des deux raisonnements. L'absurde, si non P est faux, si non P arrive à un problème, à un paradoxe, alors P est vrai. Et la contraposée, si on veut prouver que P implique Q, on peut juste prouver que non Q implique non P. Voilà. Grâce à la logique classique, en supposant que tout est vrai ou faux, on a réussi à prouver ces deux choses qu'on peut après utiliser dans un raisonnement. Ce qui est très pratique dans des raisonnements où on peut pas forcément, où on suppose pas forcément que tout est vrai ou faux. Bah c'est cool, on peut créer des phrases. Voilà, on peut créer des phrases mathématiques, c'est trop bien. Mais c'est un peu chiant parce que vous imaginez bien en mathématiques, il y a des nombres, il y a des additions, il y a des égalités, il y a ces drôles de symboles là qu'on va voir si on a le temps. Il y a les ensembles, il y a les cordes, il y a les vecteurs, il y a tout plein de trucs. Mais là, on a littéralement, la seule chose qu'on a, c'est ou, et, non, des lettres pour représenter des propositions, l'implication, l'équivalence, et c'est tout. C'est un peu léger quand même. Je vais vous présenter la théorie la plus importante des mathématiques, la théorie des ensembles. La théorie des ensembles, c'est l'idée qu'on va permettre aux mathématiciens de créer des objets en respectant certaines règles, certains axiomes qu'on va rajouter justement. Et avec ces objets, on pourra créer, avec cette possibilité de créer des objets, on pourra créer tous les objets qu'on veut. Et du coup, créer des règles sur tous les objets qu'on veut. Et du coup, faire un peu tout ce qu'on veut. On pourra créer les nombres avec des ensembles. On pourra créer des fonctions avec des ensembles. On pourra créer des nœuds, de la géométrie, de la 3D. On pourra littéralement tout créer. Tout ce qui existe en mathématiques est un ensemble. À part les propositions, le et, le ou, le non, l'implication, l'équivalence, etc. Tout ce qui est en mathématiques est un ensemble, sauf l'égalité. C'est un peu très différent l'égalité. Et voilà. Et donc on va voir rapidement ce que c'est la théorie des ensembles. Est-ce qu'il y a des gens qui doivent partir? En soi, ça durera moins d'1 heure, le reste. On a fait 2 tiers. Ouais.
Je préviens. Ok. Qu'est-ce que ça ajoute techniquement la théorie des ensembles? La théorie des ensembles. Je vais prendre la définition de mon cours de maths. Pouf, la définition de mon cours de maths. Un ensemble est une collection d'objets. Qu'est-ce que c'est qu'un objet? Je sais pas. La notation x petit e e. Ouais, ça ira normalement. La notation x petit e signifie x appartient à e. Et la notation x différent de e signifie x n'appartient pas à e. Ok. On note ce symbole-là, l'ensemble vide. Un ensemble constitué d'un unique élément est appelé singleton. Elle est bien, mais alors, à moins que dans mon cours, et ça j'ai pas à checker, les définitions peuvent être des axiomes, c'est un problème parce que c'est pas une définition, c'est un axiome. Ceci n'est pas forcément toujours évident et toujours vrai. De plus, il y a un petit problème. Ici, on dit x appartient à e, x n'appartient pas à e. Super, ça veut dire quoi appartient? C'est quoi un objet? C'est quoi une collection? Et en plus, la théorie des ensembles apporte aussi ces deux objets, enfin ces deux symboles, qui font des choses bien définies. Donc je vais essayer d'expliquer différemment. D'abord, je vais expliquer en français, après je vais expliquer mathématiquement. En français, pour que tout le monde se rende compte. Attendez. La théorie des ensembles ajoute deux choses importantes. Les quantificateurs. Donc les quantificateurs, il y en a deux. Il existe pour tout. Bah, du coup, c'est les deux que j'ai marqués sur la page hier. J'aurais bien voulu les faire deviner. Il existe pour tout. Il se note comme ça. Et la théorie des ensembles ajoute aussi un symbole, l'appartenance, qui se note comme ceci. Et c'est fou, mais juste en rajoutant ces trois objets, on peut tout créer. Voilà, moi ça je trouve ça fou. Là je vais vous expliquer en français histoire que vous compreniez facilement, et puis après on verra en mathématiques comment on fait ça. On va créer un concept mathématique qui s'appelle un ensemble. Un ensemble, c'est comme un sac. C'est rempli d'éléments qui sont tous différents les uns des autres. Il ne peut pas avoir deux éléments pareils dans un ensemble. Les quantificateurs. Quantificateurs, je vous rappelle que c'est ce symbole qui se dit pour tout et ce symbole qui se dit il existe. Les quantificateurs permettent de choisir des éléments. C'est tout. Appartient, donc le petit symbole comme ça, vérifie si un élément est dans un sac. Si je dis A appartient à A, enfin là ça ressemble à un Q, donc on va dire Q. Ouais, c'est génial ça, que toutes les maths soient issues de ces quelques règles simples. Mais c'est le principe, on a les règles, on a les axiomes, on les combine, on a tout. On a Q, c'est un élément. On a A, c'est un ensemble. Appartient est vrai si Q appartient au sac de A, est dans le sac de A. Là, je vous l'explique en français, pas mathématiquement encore. Un sac, alors il y a plusieurs notations pour noter un sac, un ensemble, un sac ensemble, là j'utilise du français pour essayer de vous truc. Un sac se note avec des crochets et tous les éléments qu'il y a dans notre ensemble. Par exemple, si je veux faire l'ensemble de tous les nombres entre 0 et 5, je le note comme ça. Ok. Bon, maintenant on va voir la définition mathématique, parce que ça c'est du français. Donc, derrière la théorie des ensembles, oula, attends, c'est problématique, il n'y a pas cette slide là. Il n'y a pas, non, il n'y a pas, quoi? Poulou, voilà. Ok, derrière la théorie des ensembles, quels sont les axiomes que rajoute la théorie des ensembles? Quelles sont les règles que la théorie des ensembles ajoute? Il y en a 10. La théorie des ensembles a beaucoup d'axiomes qu'on va pas tous voir et que personnellement très peu de gens connaissent en entier. Point de vue historique, c'est assez intéressant de savoir que ces axiomes-là sont la théorie des ensembles qui s'appelle Z. C'est le gars qui l'a créé, c'est les initiales du gars qui l'a créé, c'est Zerlando ou quelque chose dans ce style.
Ces deux axiomes-là ont été ajoutés par un gars dont les initiales c'était F. Donc cette théorie des ensembles c'est Z, cette théorie des ensembles elle s'appelle ZF. Et en rajoutant l'axiome du choix, on obtient la théorie qui s'appelle ZF. Et pour C comme choix, pas comme C comme le créateur de l'axiome, parce que l'axiome du choix existait depuis assez longtemps en fait en soi. Voilà, donc cette là s'appelle Z, cette là s'appelle ZF. Quand on rajoute ces deux-là, et ZFC quand on rajoute l'axiome du choix. On verra pas tous les axiomes, parce qu'il y en a beaucoup, on verra les plus importants. Certains sont tellement évidents qu'on les voit pas, et certains sont tellement complexes, et en fait permettent juste d'éviter les paradoxes, qu'on va pas les voir. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent des axiomes de la théorie des ensembles? Non. D'accord. Est-ce que, si je vous dis l'axiome de l'ensemble vide, vous voyez pas ce que c'est? J'imagine que ça va parler d'ensemble vide, mais Ok. tout ce que je peux dire. J'attends que Nio finisse de taper. Je vais juste revenir un peu en arrière. Ah ok, d'accord. Quand on était dans notre définition mathématique que j'ai en prépa, il a dit ça. On note truc, l'ensemble vide. L'axiome de l'ensemble vide dit que ça existe. C'est con, mais ça existe. Voilà. Il faut dire que quand même cet ensemble qui est vide existe. Avant d'essayer de voir les notations mathématiques concernant les axiomes, ce serait sympa de s'entraîner à arriver à lire une expression mathématique qui contient ces symboles-là. Ça c'est il existe, ça c'est pour tout, et ça c'est appartient, je vous rappelle. Donc, comment est-ce que vous lirez ceci? Comment est-ce que vous le direz en français, ceci? Je peux. Vas-y, bien sûr. Pour tout x appartient à l'ensemble 1 ou 2. Enfin, et 2 ou 2. Oui. 1, 2. 1, 2. Oui, Implique. aide-moi. Implique x appartient à 0, 1, 2, 3 ou 4. Exactement, c'est ça. Je vous rappelle que appartient du coup c'est un opérateur, donc ceci est une proposition. Ceci est une proposition. L'implication est formée sur deux propositions. Et on rajoute un pour tout x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de manière un peu plus normale? Ça veut dire, pour tout x, x appartient à 1, 2, implique x appartient à 0, 1, 2, 3, 4. En gros, si x est égal à 1 ou x est égal à 2, alors x est dans l'ensemble 0, 1, 2, 3 ou 4. On ne le voit pas. En soi, ce que rajoute la théorie des ensembles, c'est ce symbole-là. Vous verrez souvent, en fait, un équivalent de cette grosse notation bourrine, c'est directement pour tout x appartenant à 1, 2. Virgule. Ça remplace directement tout ça. Ça remplace aussi l'implication. Donc pour renoter ça, on peut dire, pour tout x appartenant à 1, 2, x appartient à 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Et peut-être que là, ça commence à faire un peu plus de sens pour vous. Basiquement, pour tout x appartenant à 1, 2, donc x peut être égal à 1 ou x peut être égal à 2. X appartient à 0, 1, 2, 3 ou 4, bah c'est vrai, parce que pour x est égal à 1, et ben 1 fait bien partie de l'ensemble. Pour x est égal à 2, 2 fait bien partie de l'ensemble. Ok, j'en ai une autre. Et ce coup-ci, c'est pas avec un pour tout, mais avec un il existe. Est-ce que quelqu'un veut essayer? C'est juste dire en français. Voix haute.
personne se propose, moi je veux bien. Vas-y, vas-y. Il existe X, il existe un X tel que X appartient à 1 ou 2 et X appartient à 2 ou 3. Exactement. Et est-ce que tu peux me dire quel est le X parce que là, on dit il existe X tel que tout ça. Est-ce que tu peux me dire quelle valeur X a pour respecter ça? Est-ce que tu peux la trouver ou pas? Alors là, c'est très compliqué. Ça va aller 2. Exactement. Waouh. Trop fort. On dit il existe un élément, un objet, n'importe, tel que X est dans cet ensemble et X est dans cet ensemble. Et ben, le seul objet qui est à la fois dans cet ensemble et dans cet ensemble, c'est le 2 qu'on voit ici et qu'on voit ici. J'ai un peu froid d'ailleurs, je ne peux pas vous cacher. Pareil, de la même manière, pour simplifier cette notation-là, je vérifiais bien que c'était avec un « et ». On peut dire « il existe X appartenant à 1, 2 ». Virgule. Les virgules, c'est tel que, en effet. Tu l'as bien dit à l'oral, mais je préfère le préciser. Quand on dit pour tout X, X appartient à 1, 2 implique X appartient à un truc muche. On peut aussi dire pour tout X, tel que X appartient à 1, 2 implique X autre truc. Mais je sais pas aussi un slash. Où ça? Non, mais genre, quand on dit tel que, c'est pas aussi un slash? Tel que, comme ça, avec un slash. Ouais. Ça, c'est quand t'es dans un ensemble, mais c'est un peu différent. Ok, non, parce que du coup, c'est pour ça que je buguais sur ma virgule. J'étais en mode, est-ce que je peux dire tel que ou pas? Mais tu peux totalement dire tel que. Ok, merci. Tu peux faire tout ce que tu veux. Non. Alors, vous pouvez remarquer quand même une petite différence. Là, on a un « et », là, on a un « implique ». C'est ce qui fait juste le plus de sens en français. Ça paraît... Oh là non, mais là on a un implique, là on a un « et », il va falloir encore apprendre ça par cœur. C'est juste ce qui fait le plus de sens en français. Si on aimerait que quelque chose soit vrai pour tous les éléments dans un ensemble, eh ben si l'élément fait partie de l'ensemble, alors la chose est vraie. Si on aimerait que quelque chose... Si on aimerait dire qu'il existe quelque chose appartenant à un ensemble tel que ceci soit vrai, eh ben ça veut dire qu'il existe une chose telle que la chose appartient à l'ensemble et la propriété qu'on cherche à avoir est vraie. Dans tous les cas, dans tous les cas, vous avez les slides. Mais voilà. C'est comme ça qu'on prononce les choses et c'est ça que ça veut dire en français. Bien, du coup, on a beaucoup d'axiomes dans la théorie des ensembles. Là, techniquement parlant, c'est juste pour que vous compreniez ce que c'est. Après, c'est que les axiomes qui expliquent ce que ça veut dire, tout ça. On va en voir quelques-uns. On va principalement voir... On va seulement voir celui-là. Axiome de l'ensemble vide. Axiome d'extensionnalité. Et schéma d'axiome de compréhension. Est-ce que quelqu'un veut s'entraîner et me dire ça en français? Allez. Si j'étais un vrai prof, là, je choisirais. Donc, s'il vous plaît. Et testez, ça coûte rien. Vas-y, s'il y a personne. Coup, mais c'est un peu triste pour les autres, quoi. Mais bon, ok, d'accord. Il existe... Est-ce que du coup, je dis un événement A? Pourquoi un événement? Je sais pas, parce que je viens de faire de la probabilité, alors c'est peut-être pour ça. Bref. Il existe A. Il existe A. Je vais y arriver. Pour tout X, non X, enfin non X appartient à A. En effet, c'est ça, exactement. Ok, d'accord. Il existe A, tel que pour tout X, non X appartient à A. Non X appartient à A, on peut aussi noter X n'appartient pas à A. C'est vrai, peut-être plus logique. Mais je préfère, comme on n'avait pas officiellement défini non, voilà, je le dis. Pas une erreur de français. T'as littéralement dit ce qui était écrit, c'est parfait.
A, en fait, ici, est l'ensemble vide. Ce que veut dire cette propriété, il existe un ensemble tel que, quel que soit l'objet, il n'appartient pas à cet ensemble. Donc il existe un ensemble vide, en gros. Ceci est l'axiome de l'ensemble vide. Bye bye Corniche. Oui, bye bye Corniche. D'autres axiomes. Donc l'axiome de l'ensemble vide, c'est juste un ensemble qui ne contient rien. Il est noté comme ça, ou on peut directement le noter du coup avec des crochets, mais aucun élément dedans. Ça fait sens en soi. Ouais. L'axiome d'extensionnalité. Bon, j'imagine que personne le connaît. Ça définit l'égalité entre deux ensembles. Pouh là là, il est long. Qui va essayer? J'ai un peu peur. T'inquiète. Alors, Ah yes, super, les flèches de l'enfer. je crois que Nio essaye en. Ah super, en vas-y. C'est pas grave. Y a Je peu... peux essayer de parler, mais... Vas-y, t'inquiète. Pour tout A... Yes. Et attends, la virgule, je dis quoi? Et non. Soit tu dis pour tout A, pour tout B, ou soit tu dis tel Pour que. tout, C'est. pour tout A, pour tout B... Attends. Alors c'est des parenthèses, hein. J'ai marqué Oui, des oui, crochets, oui. moi, soit c'est des parenthèses. Attends, mais comment je le dis dans le texte avec les parenthèses? T'as pas besoin de dire les parenthèses, juste tu dis ce qu'il y J'ai a dedans. rien, je continue. Ouais. Ok. Pour tout x, x appartient à A équivalent... Non, si. Si, c'est ça, exactement. Équivalent à x appartient à B. Merde. Ça y est, je l'ai oublié. Implique. Oui, Désolé, implique du coup, que A est égal à B. Exactement. C'est parfait. Pour tout A, pour tout B, si pour tout x, x appartient à A est équivalent à x appartient à B, alors c'est équivalent à A est égal à B. Même moi, voilà, je viens de faire une erreur. Bon, oui, en général, en fait, on les prononce jamais, ce genre de formule, mais je pense que c'est un bon entraînement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour deux ensembles, donc ça, ici, c'est deux ensembles, deux collections d'objets, on dit que deux ensembles sont égaux. On peut trouver une égalité entre deux ensembles si, pour tout élément présent dans l'un, eh ben, il est présent dans l'autre. Donc, en gros, deux ensembles sont égaux si... Alors, si et pas si et seulement si, il n'y a pas de réciproque. Et bon, en soi, c'est juste pour éviter les paradoxes. Dans l'idée, vous pouvez mettre la réciproque. Je pense pas que ça change grand-chose dans vos preuves et que vous tombez sur des paradoxes à cause de ça. Techniquement parlant, ça peut faire des paradoxes si vous mettez la réciproque. Si, en gros, tous les éléments présents dans l'un sont aussi présents dans l'autre. Voilà. Deux ensembles sont égaux s'ils ont les mêmes éléments. Bien. Et le dernier, c'est le schéma d'axiome par compréhension. Alors, comme vous pouvez remarquer, là, il y a un mot en plus. Il y a schéma. C'est pas l'axiome de compréhension, c'est le schéma d'axiome par compréhension. En fait, ça veut dire qu'il y a une infinité d'axiomes ici. On peut dire que c'est de la triche. Techniquement parlant, il y a une infinité d'axiomes dans celui-là. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des axiomes. En fait, comme les propositions, vous savez, on peut dire pour tout élément, mais cet élément est un ensemble. Ou un élément dans un ensemble, n'importe. Mais on ne peut pas dire pour toute proposition. C'est une proposition qui interagit avec des propositions, ça fait aucun sens. Mais quand on en a quand même besoin pour faire un axiome, parce qu'un axiome ça peut marcher pour toute proposition. Par exemple, nous on avait notre P ou non P, bah, ça marchait pour toute proposition P telle qu'elle soit. Et ben, avec notre schéma d'axiome par compréhension, si c'est un schéma, en fait, ça veut juste dire que ça va marcher pour toutes les propositions. Que d'une manière ou d'une autre, il va avoir pour toute proposition. Et c'est exactement ce qu'il y a. Soit P est une propriété, une proposition, n'importe, vraie en fonction de X. En gros, par exemple, si je dis X appartient à 1, 2, ceci est une proposition qui est une proposition en fonction de X. Parce que c'est une proposition qui ne fait aucun sens si X n'est pas défini. Mais si
avant ça, j'ai un truc du style pour tout x, là ça fait sens. Là je peux dire pour tout x et x appartient à 1 et 2 et ça c'est faux. Mais si j'ai pas le pour tout x juste avant, bah ceci fait aucun sens. Donc une propriété en fonction d'une autre, ça veut juste dire qu'elle va prendre comme ça en argument un truc, un autre nombre. Et donc l'axiome dit, oulala, c'est moins gros que le dernier, mais ça reste toujours gros qui veut essayer. Oulala, allez. Alors ça se dit P de x. Ouais, allô. Oui. Pour tout A, B existe. Non, si. Alors tu peux dire B existe tel que, oui. Ou il existe B tel que. Ah oui, il existe B tel que pour tout X, P de X équivalent à X appartient à A. Exactement, c'est parfait. Ici on peut dire si et seulement si, c'est la même chose qu'avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quel que soit un ensemble, on prend un ensemble A, il existe un autre ensemble qui peut être créé, du coup, selon une propriété. Donc par exemple, si je prends l'ensemble des nombres, alors moi je l'écris comme ça parce que je crois pas que tout le monde ait vu la notation des n pour les naturels. Si je prends l'ensemble des nombres comme ça, et ça continue à l'infini, et ceci est mon A, et ben ce que dit l'axiome, le schéma d'axiome par compréhension, c'est que si je prends une propriété, par exemple x inférieur à 3, encore une fois c'est pas une proposition, en soi ça fait pas de sens en tant que tel. Si je prends une propriété x inférieur à 3, je peux construire un ensemble B contenant des éléments de A tels que la propriété soit vraie. Donc dans notre cas, ce sera 0, 1 et 2. Cet axiome dit que si on a une condition et un ensemble, on peut créer un autre ensemble respectant la condition. En gros, c'est ça. En soi, dans la première version, il n'y avait pas ce pour tout A et cette implication, mais ça posait un paradoxe. Le paradoxe, c'était qu'on pouvait construire un ensemble contenant tous les ensembles, et cet ensemble, il ne se contenait pas lui-même, mais il se contenait lui-même en même temps. Et donc maintenant, on a rajouté ce pour tout A qui est une sorte de limitation. Donc par exemple, si on veut l'ensemble des nombres respectant x inférieur à 5, nombre entier respectant x inférieur à 5, on pose la propriété x inférieur à 5, on pose l'ensemble des nombres entiers, donc qu'on note soit 0, 1, 2, alors mon 2 ne sait pas s'écrire, 3 petits points, soit on peut aussi le noter pour les plus connaisseurs d'entre vous avec un n comme ça. C'est les naturels, les nombres naturels. Bref, voilà, vous verrez ça plus tard, on verra ça plus tard. Si on veut créer l'ensemble des nombres inférieurs ou égal à 5, on peut prendre l'ensemble des naturels, la propriété x inférieure à 5, et puis on a l'ensemble des nombres inférieurs ou égal à 5. On peut par exemple créer l'ensemble des nombres pairs. Donc pareil, on prend les naturels, on prend la propriété il existe b tel que x égale 2b. Ceci veut dire que x est pair. Parce que, alors bon, là j'ai pas précisé, b est un nombre entier. Parce que x est égal à 2 fois quelque chose, donc x est pair. Vas-y quoi. Par exemple, x est égal à... donc par exemple si on prend 7, 7 c'est pas égal à 2 fois un nombre entier naturel, un nombre entier sans virgule. Mais 8 c'est égal à 2 fois 4. Ou 10 c'est égal à 2 fois 5, etc. Bref. Si on veut construire l'ensemble des nombres pairs, on prend naturel, on prend la propriété il existe b, x est égal à 2b. Pourquoi j'ai marqué p, je sais pas. Et dans ce cas-là, on a l'ensemble des nombres pairs.
Si on veut construire l'ensemble des nombres premiers, bah on a juste qu'à prendre la définition d'un nombre premier. Bon, je vais pas l'écrire parce qu'elle est assez longue. Voilà, la définition d'un nombre premier, on va dire que c'est ça. P de x est vrai si x est un nombre premier. Et on prend pareil les naturels, ou ça si vous voulez, c'est la même chose, le nombre entier positif. Et on crée un ensemble, vu que c'est un axiome, on sait qu'il existe, tel que ce soit tous les éléments de ça qui sont premiers, qui respectent la propriété x est premier. Bref, c'est un axiome. En soi, ça paraît évident, on peut toujours, à partir d'un ensemble, avoir un autre ensemble qui respecte une certaine propriété, mais il faut l'écrire. Et c'est un axiome, il est écrit. Exercice. Comment est-ce que vous définirez l'ensemble des carrés? Alors, bon, évidemment, c'est par compréhension. L'ensemble de tous les nombres qui sont au carré. Il y a plusieurs manières de le faire. Mais je propose de le faire par compréhension vu qu'on vient de le faire. Donc évidemment, l'ensemble qu'on va prendre pour tirer tous nos nombres, c'est n, ak 0, 1, etc. jusqu'à plus infini. Et quelle est la propriété qu'on utilise? Comment savoir si un nombre x est un carré? Alors, carré, vous êtes au courant, du coup je peux pas le dire. Si la racine carrée donne un entier. Si la racine donne un entier, donc si il existe A appartenant à n, donc n encore une fois, c'est les entiers. S'il existe A appartenant à n, tel que racine de x égale A. Je suis bien d'accord, ça marche. Moi j'avais une autre méthode, mais ça marche. On peut aussi faire, il existe A appartenant à n, tel que A carré égale x. C'est basiquement la même chose. Donc si on prend l'ensemble n et cette propriété qui dépend de x, et ben on a l'ensemble de n qui respecte cette propriété. Voilà, voilà. L'ensemble des nombres premiers, c'est peut-être un peu une galère. Est-ce que vous savez tous ce que c'est qu'un nombre premier? Oui. Ok. Et ben comment vous ferez alors? Comment on peut savoir si un nombre x est premier? Qu'est-ce qu'il doit respecter du coup? Bon, définition d'un nombre premier, x est divisible seulement par lui-même et par 1. Comment est-ce que vous écrirez ça mathématiquement? X est divisible seulement par lui-même et par 1. Je crois que je vais pas être pour tout le monde, on ne sait pas. Ok. Oula. Donc x premier, c'est-à-dire qu'il est divisible seulement par lui-même par 1. Ça veut dire qu'il n'existe pas d'autre nombre que lui-même et 1 qui le divise. Enfin, qu'il existe. Oui, c'est ça. Oui. Donc, que il n'existe pas, donc la négation de il existe, hein, il n'existe pas de nombre A tel que. Alors, il n'existe pas de nombre A tel que. Tel qu'il existe. C'est pour ça que ça va être un peu galère. Tel qu'il existe B, tel que A divisé. Je l'écris comme ça, hein, c'est une horreur. Mais en plus, c'est inverse, c'est x divisé par A. X divisé par A pas égal à B. Alors, il faut bien aussi préciser B différent de 1 et B différent de X. Donc, alors, attendez. Et B différent de 1, B différent de X. Donc là, ça veut dire que B, ça va partir au naturel privé de 1 et de X. Là, je crois. 8. Là, c'est un égal.
Là, je suis d'accord avec moi-même. C'est bien. Oh merde. Je vais écrire. Il existe, je vais écrire avec un E. Hein. Il existe A, il existe B. A divisé, je l'écris comme ça, par B, pardon, X divisé par A égale B, et B pas égal à 1, et B pas égal à X. Ok. Bon. Basiquement, et c'est la négation de ça. Ceci, en soi, ce qui est à l'intérieur de la négation, ça veut dire que le nombre n'est pas premier. Et du coup, avec la négation, ça veut dire que le nombre est premier. Pourquoi il n'est pas premier? Parce qu'il existe A et B tel que X sur A égale B, avec B différent de 1 et B différent de X. Donc ça veut dire qu'il existe une manière d'écrire X égale A fois B. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû l'écrire comme ça avec le recul. J'aurais peut-être dû l'écrire X égale A fois B, plutôt que X divisé par A égale B. Basiquement, un nombre premier, un nombre n'est pas premier s'il existe une manière de l'écrire comme ça. Parce que ça veut dire que dans ce cas-là, il y a une multiplication qui est possible pour donner x. Avec b évidemment différent de 1 et différent de x. Pareil pour a, mais en soi, si b est égal à 1, a est forcément égal à x. Bref, réciproquement. Donc s'il existe une manière de l'écrire comme ça, bah, il n'est pas premier. Donc on prend la négation de tout ça. Et c'est un nombre premier. Et donc ça est la proposition pour savoir si un nombre est premier ou pas. Voilà, voilà. Et donc on prend cette proposition, on prend l'ensemble des nombres entiers. 3 petits points. Et avec ça, on a l'ensemble P des nombres premiers. Qu'on note comme ça d'ailleurs. La notation de l'ensemble des nombres premiers, c'est comme ça. C'est un P avec une double barre. Voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que c'est fini. Est-ce que vous... on a en flemme de faire une preuve. On fera ça la prochaine fois, du coup. Merci beaucoup d'être venu à l'exposé. J'ai plus de voix actuellement. C'était sympa. T'as coupé la caméra. Est-ce qu'on passe à la télé encore? Non, j'ai pas coupé encore la caméra, mais je coupe maintenant si vous voulez. Merci beaucoup d'avoir regardé.